Bonsoir, bonjour, ça dépend où on se trouve. Je suis ravie de vous retrouver, comme d'habitude, pour ce rendez-vous Soria, pour ce nouveau webinaire dont le thème au départ était les allergies. C'est ce que Françoise et moi avions cherché et proposé. Et très peu de temps après avoir commencé à réfléchir au sujet, je me suis rendu compte que les allergies est un thème beaucoup trop large pour être traité en un seul webinaire. C'est voilà, parce que les allergies, il y en a voilà à tous les niveaux. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu large à faire, et donc je me suis concentrée plus sur les allergies saisonnières. Hein, ce qu'on appelle le rhume des foins, parce que comme le dit Françoise, c'est de saison maintenant. Hein, le printemps est à notre porte, enfin. Et pour nombre d'entre nous, c'est l'arrivée des petites feuilles vertes aux arbres, des premières fleurs qui mettent du baume à nos cœurs, qui mettent nos cœurs en joie. Hélas, pour d'autres, cela rime avec l'arrivée des pollens et la rhinite allergique, surnommée rhume des foins, qui les guette malheureusement à chaque sortie. Plus de 25% d'entre nous seraient concernés. Alors, on va voir aujourd'hui comment soulager les symptômes associés à cette rhinite allergique, à ce rhume des foins, ces allergies saisonnières, voire même la possibilité, parce que nous l'avons en naturopathie, de prévenir les récidives en travaillant sur le terrain. Comme toujours, avant de passer au remède, c'est comme dans les, dans les séries télévisées à épisodes, on attend la fin, il faudra attendre un petit peu. On va commencer par les allergies, la définition, quelles sont les causes d'allergie en général. Hein, les allergies en général. Qu'est-ce qu'une allergie? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? C'est un phénomène très complexe. Donc, n'attendez pas non plus que je rentre trop dans les détails. Il me semble qu'on a un webinaire sur le système immunitaire, comment le booster, et où les choses sont développées un petit peu plus en détail, si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin dans les explications, j'allais dire techniques. Voilà. Donc, l'allergie est une problématique multifactorielle. Sont mises en avant de nombreuses causes, telles que l'hérédité, tout d'abord. Quand deux parents sont allergiques, l'enfant a environ 50% de chances d'être allergique. Si seulement un des deux parents est allergique, l'enfant n'aura plus que 25% de chances de l'être. Et si aucun parent n'est allergique, eh bien, entre 0 et 10% de chances d'être allergique. Juste un petit peu trop de soleil. Voilà. Donc, l'hérédité, bien sûr, mais pas que. On a aussi l'excès d'hygiène, le fait de mettre les enfants dans des bulles, hein, sous une cloche, dans une cloche, pour les protéger de tout, avoir une hygiène à l'excès. Il est quand même reconnu que les enfants qui vivent à la campagne, qui touchent la terre, qui touchent les animaux déjà petits, ont moins de chances de développer des allergies que ceux qui sont un petit peu mis sous bulle. Bien sûr, l'alimentation a un rôle à jouer, à la fois dans le sens de la malbouffe, de l'industrie, de l'alimentation industrielle, qui va apporter un grand lot d'additifs, que ce soit des pesticides, des exhausteurs de goût, les fameux E quelque chose, hein, toutes ces choses-là. Donc, soit avec un apport de ces choses nocives, et qui vont bien sûr entraîner des carences, notamment des carences en micronutrition, vitamines, minéraux, antioxydants, des carences en oméga 3 aussi. L'exposition au tabagisme est également un facteur, l'exposition au tabagisme passif, hein, donc si des parents fument et que l'enfant est dans cette atmosphère-là. Les polluants intérieurs de nos habitats. Alors ça, c'est très important aussi. Tout ce qui est déjà en fait notre mobilier qui très souvent comporte des polluants, les produits d'entretien que l'on utilise, les produits d'hygiène,
corporelles qui contiennent de nombreuses substances allergéniques. Et puis, bien sûr, on notera également la pollution atmosphérique. Alors, une allergie, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction anormale de notre système immunitaire vis-à-vis d'une substance de notre environnement qui, elle, est en principe inoffensive et tolérée par la majorité des personnes. Il s'agit bien donc d'un problème au niveau du système immunitaire envers un produit qui ne pose pas de problème pour la plupart des personnes. Les allergènes les plus courants. On a des allergènes ingérés. On a des médicaments, des substances alimentaires, on a vu les additifs, etc. Mais on pense également au gluten des céréales, on peut penser à la caséine du lait, les protéines de l'œuf, les protéines d'autres aliments, de fruits de mer, de poissons. Voilà, chacun peut avoir ses propres, ou de certains fruits et légumes, ses propres allergènes. Ça, ce sont les allergènes ingérés. Et puis, on a les allergènes externes. On en a parlé un petit peu avant. On a les poils d'animaux, les poussières, les moisissures, bien sûr, les pollens, dont nous allons parler plus spécifiquement aujourd'hui. Au niveau mondial, les allergies, qu'elles soient respiratoires, alimentaires, cutanées, toutes confondues, touchent environ 30 à 40% de la population. En Europe, environ un enfant sur 4 est concerné et est allergique. Quels sont les symptômes qui en découlent? Eh bien, les symptômes inflammatoires peuvent toucher le nez, un nez bouché ou au contraire qui coule, qui démange, la gorge qui démange, qui gratte, qui picote, les yeux qui deviennent rouges, qui font pleurer, qui démangent, les bronches avec possibilité d'une toux, de difficulté à respirer, la peau avec de l'urticaire, de l'eczéma, du prurite, tout ce qui gratte et qui démange, et bien sûr le système digestif avec des crampes, des diarrhées, des vomissements. Le mécanisme de l'allergie. Alors, comme je vous le disais, c'est un phénomène complexe qui n'est pas le but de cet exposé. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Vous avez un petit rappel sur cette diapo. Les symptômes apparaissent dès le contact avec. C'est ce qui va différencier. C'est donc le système immunitaire qui est en jeu. C'est ce qui différencie l'allergie de l'intolérance. Dès le contact avec l'allergène, le système immunitaire trop réactif va se mettre en route et stimuler les lymphocytes T, qui sont des globules blancs qui possèdent des récepteurs capables de reconnaître les agents pathogènes en principe, mais qui, dans ce cas, vont considérer l'allergène comme un ennemi. Et c'est ce qui se passe aussi dans les maladies auto-immunes, où ce sont nos propres tissus qui sont considérés comme des ennemis. Ce petit rappel va nous permettre de définir les axes de travail pour les symptômes de l'allergie. On se souviendra que 70 à 80% de notre système immunitaire est localisé au niveau du système digestif, d'où, on le verra après, le rôle de l'alimentation. On se souviendra du rôle du stress également sur la perméabilité de la membrane intestinale, de la muqueuse intestinale. On se souviendra du rôle des vaccins, même si le débat est controversé. Certaines études leur imputent un dérèglement du système immunitaire et donc un lien avec l'augmentation des allergies et des maladies auto-immunes. On se souvient également que l'association anticorps-antigènes forme un complexe humain qui va se retrouver en circulation dans le sang, qui va continuer à exciter, entre guillemets, notre système immunitaire. Ces complexes vont être détoxifiés au niveau du foie, d'où l'importance de soutenir ce dernier dans son travail d'épuration. Quand il y a allergie,
Le corps rentre en contact avec un agent étranger auquel il est sensibilisé. On constate une libération massive d'histamine par des cellules spécifiques. L'histamine est une molécule responsable, entre autres, des mécanismes d'inflammation et des réactions allergiques. Nous avons partout dans notre corps des récepteurs à histamine. La libération d'histamine va créer les symptômes de démangeaison, de rougeur, d'écoulement, d'œdème, avec le risque bien sûr du fameux œdème de Quincke, et baisse de la tension artérielle. Voilà une vue d'ensemble de ce phénomène de l'allergie. Comme je vous le disais, nous allons plutôt aujourd'hui nous intéresser à l'allergie saisonnière, dont les pollens sont les responsables et dont les symptômes ressemblent à ceux d'un rhume, d'où le surnom de rhume des foins, avec éternuement à répétition, maux de gorge, écoulement nasal, conjonctivite. On note 4 localisations pour ces symptômes d'allergie au pollen. Une localisation cutanée avec démangeaison et rougeur. Une localisation oculaire avec larmoiement, yeux gonflés, yeux rouges. Une localisation nasale avec éternuement, nez bouché, ou au contraire, la goutte au nez, le nez qui coule en permanence. Une localisation laryngée avec une toux sèche, irritative, des raclements de gorge. Alors, on n'est pas obligé d'avoir les 4 localisations. Ça dépend toujours de l'intensité de l'allergie et du terrain de la personne. Comment ça se passe en médecine conventionnelle? On pose un diagnostic. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic? Eh bien, c'est un médecin allergologue qui va procéder à des tests cutanés. Comme vous le voyez là sur la diapo, on vous teste les différents allergènes et on regarde la réaction de la peau. Très souvent, il y a une prise de sang également pour la recherche des immunoglobulines E, voire possibilité de faire des tests de provocation nasale. Et ce diagnostic, une fois qu'il est posé, le médecin va pratiquer une désensibilisation dont le principe est d'habituer le corps à l'allergène progressivement. C'est un traitement long qui se fait soit par injection, soit par voie orale. Pendant les crises, ça c'est donc le traitement de fond pour la désensibilisation, et pendant les crises, pour soulager les symptômes, il y a prescription d'un traitement allopathique qui consiste à prendre un antihistaminique qui est souvent efficace, mais malheureusement à court terme, voire rajouter des corticoïdes qui sont là pour un soulagement plus rapide s'il y a une forte congestion nasale et une gêne respiratoire. En France, on compte plus d'une centaine de pollens allergisants. Ils sont recensés par un réseau national de surveillance qui publie un calendrier pollinique avec une période critique qui se situe entre le mois de mai et le mois de juillet, grosso modo. Alors, par département, vous trouvez des cartes, des renseignements sur le site www.pollen.fr, sur le site www.pollen au pluriel, pollens au pluriel.fr. Vous avez donc un calendrier précis, une carte précise mise à jour régulièrement du risque allergique dans votre département. Et puis maintenant, bien sûr, vous trouvez aussi sur votre smartphone des applications. Il en existe plusieurs qui vous envoient des alertes pour les périodes à risque. Alors, un s'appelle par exemple Alerte Pollen, tout simplement.
hein. Vous pouvez télécharger ces applications si vous êtes allergique et avoir ainsi les journées à gros risque, à risque élevé, pour prendre les précautions dont nous parlerons juste après. Alors, les allergènes responsables viennent surtout des arbres. On a le bouleau, le charme, le cyprès, l'aulne, le chêne, le châtaignier. Enfin, vous voyez toute la liste qui s'affiche sur cette diapositive. Alors, ils n'y sont pas tous. On a aussi le noisetier, on a le hêtre qui ne sont pas dessus. Qu'est-ce que j'avais noté encore qui n'est pas dessus? L'érable. Voilà, en tout cas, il en existe de nombreux et chacun, le sureau également, peut poser problème. Donc, voilà, il y a de quoi faire. On a également des graminées tels que le chien-dent et l'orge, des plantes herbacées telles que l'armoise, la pariétaire, le kénopode. Bref, vous voyez qu'il y a de nombreuses raisons de trouver un allergène sur son chemin en se promenant si on a tendance à faire des allergies. Alors, comme je vous le disais, ce calendrier des allergies est intéressant puisqu'il va pouvoir vous proposer les jours de risque élevé ou très élevé de mettre en place la prévention avec les bons réflexes. Les bons réflexes, c'est bien sûr de limiter le contact avec les allergènes. Alors déjà, on propose au retour d'une activité extérieure une douche avec shampoing hein, pour limiter la présence d'allergènes sur soi, de bien sûr changer les vêtements et de les laver, de limiter les promenades dans la nature, donc limiter les contacts avec les allergènes en prenant une douche au retour avec un shampoing, de changer les vêtements, sinon tout simplement de limiter les contacts, les promenades dans la nature, éviter bien sûr les activités intenses en extérieur, de préférence les faire soit très tôt le matin, soit tard le soir. En principe, c'est pareil quand on propose d'aérer chez soi, c'est avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, puisque les pollens sont plus nombreux pendant la période de luminosité naturelle, de lumière du jour. Ne pas faire sécher le linge à l'extérieur, qui pourrait récupérer donc des pollens. De rouler en voiture avec les fenêtres fermées, les vitres fermées, les fenêtres, avec les vitres fermées et d'utiliser l'air recyclé dans la voiture hein, pour ne pas avoir d'air extérieur. Bien sûr, faire le ménage chez soi, d'utiliser éventuellement ce qu'on appelle des filtres HEPA pour les aspirateurs. Hein, c'est en vente très, très courante. Hein, on en trouve partout. HEPA, H-E-P-A. Vous les trouvez très facilement. Éventuellement, pour les personnes très allergiques, d'investir dans un purificateur d'air. Pourquoi pas et bien sûr, d'éviter d'en rajouter avec des irritants potentiels tels que les produits d'entretien dont nous parlions avant, les produits d'entretien pour le ménage, les parfums, les produits d'hygiène corporelle, hein, de rester à des produits très, très naturels, sans trop d'irritants, bien sûr, évidemment, d'éviter le tabac. Voilà des conseils qui permettent déjà de limiter un petit peu le contact avec les allergènes et ces conseils-là sont vraiment une base. Voilà, on a fait le tour de ce que c'était l'allergie, ce que c'est l'allergie saisonnière, comment ça se traite en allopathie, quels sont les conseils préventifs pratiques.
On va passer maintenant à la naturopathie. Quels sont les conseils en naturopathie que l'on va pouvoir envisager lors de ces allergies saisonnières? Bien sûr, on travaillera toujours sur les 3 axes principaux de la naturopathie: alimentation, gestion des émotions, respiration, mouvement. Et on va se soutenir avec nos amis les plantes. La phytothérapie, bien sûr, est là pour soulager les symptômes quand ils sont là, voire carrément les prévenir, voire carrément éviter la récidive en travaillant sur le terrain. Alors pour le trépied de la naturopathie, on commence toujours par l'alimentation. L'alimentation, nous avons évoqué la présence au niveau du système digestif de 70 à 80%, selon les auteurs, des cellules de système immunitaire. On comprend donc l'importance de maintenir une muqueuse intestinale, un microbiote en bon état de fonctionnement, en état de fonctionnement optimal. Et ça, bien sûr, cela se fait en premier avec l'alimentation. Et là, effectivement, on se tournera, on se rapprochera des conseils du docteur Jean Seignalé, puisé de son livre L'alimentation ou la troisième médecine, où il a eu des résultats, il a travaillé sur de nombreux patients, il a eu énormément de cas cliniques avec de très, très beaux résultats. Je vous partage juste un extrait, une phrase pour expliquer son approche. Donc, Jean Seignalé, ouvrez les guillemets, « Certains aliments sont apparus très tard sur l'échelle de l'évolution de l'être humain. Certains aliments sont apparus très tard sur l'échelle de l'évolution de l'être humain. » Entre parenthèses, il parle notamment des céréales et des produits laitiers, faisant que nous n'avons pas développé d'enzymes digestives parfaitement adaptées à leur dégradation. Faisant que nous n'avons pas développé d'enzymes digestives parfaitement adaptées à leur dégradation. Donc là, on retrouve un sujet qui m'est cher, c'est l'évolution de l'homme, où on se rend compte qu'en fait, pendant des millions d'années, l'homme a été cueilleur-chasseur, et plus cueilleur que chasseur, parce qu'il est plus facile de ramasser des fruits, des herbes, des graines, des noix, que d'aller chasser le mammouth. On est bien d'accord. Donc, les céréales et les produits laitiers sont des produits qui sont apparus, quand l'homme avait la maîtrise du feu pour les céréales, parce que si vous avez déjà mangé un grain de riz ou un grain de blé tout cru, on en mange peut-être un par curiosité, mais on n'en fera pas son repas. Donc, il fallait déjà que l'homme ait la maîtrise du feu, et puis surtout que l'homme se sédentarise. Donc, ça correspond grosso modo à moins 10 000 ans au néolithique, quand l'homme s'est sédentarisé et qu'il a commencé à cultiver les terres avec des céréales, qui était la chose la plus facile à cultiver, et avec le meilleur rendement, et qu'il a eu des troupeaux dont il pouvait utiliser les produits, donc le laitage. Ceci dit, c'était ponctuel. Il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque. Le lait était prévu pour les bébés des animaux. Donc, on voulait avoir des animaux. On laissait le lait pour le bébé. On n'allait pas le prendre. Alors, ça arrivait qu'on ait du lait en trop parce qu'il y avait un bébé qui mourait, parce qu'une maman en avait trop. Voilà, ça pouvait arriver. Je parle des animaux, voilà, des élevages, des troupeaux, quand l'homme s'est sédentarisé. Donc, ce n'était pas comme aujourd'hui, où nous trouvons dans l'alimentation classique du français, comme je le dis toujours, des céréales et des laitages à tous les étages. On trouve des céréales et des laitages plusieurs fois par jour. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. On est un petit peu là-dedans à l'heure actuelle. Je n'ai pas dit voilà. Donc, fermez la parenthèse, on reprend donc l'approche du docteur Jean Seignalé.
donc avec sa phrase, et qui fait que on comprend bien que la dégradation incomplète de certaines protéines en peptides capables de pénétrer au travers de la paroi de l'intestin grêle en quantité faible, certes, mais non négligeable, et ces peptides vont se retrouver dans la circulation sanguine et déclencher un phénomène d'inflammation intestinale. Ces facteurs digestifs peuvent être soit un facteur déclenchant, soit un facteur aggravant dans plusieurs types d'allergies. Donc, au niveau des conseils en naturopathie, on va proposer de diminuer, idéalement de supprimer, mais par expérience, lors de mes consultations, j'ai constaté que le verbe supprimer heurtait beaucoup les oreilles des clients. Donc, au moins diminuer. Après, chacun est capable de voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut mettre en place en fonction des résultats qu'il souhaite avoir. Donc, diminuer, voire idéalement supprimer, au moins pendant la période critique, notamment les céréales à gluten. Donc, je rappelle, blé, avoine, seigle, orge, camut et pourpre, et les produits laitiers. Et quand je dis produits laitiers, ce n'est pas que le lait, c'est tout, le beurre, la crème, le yaourt, le fromage, tous les produits laitiers. Bien sûr, les sucres raffinés qui vont dans le sens d'une inflammation également, dans le sens d'une acidification du corps également, et l'alimentation industrielle. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, et on commencera toujours par conseiller le côté positif, c'est d'augmenter la micronutrition, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Pourquoi les antioxydants. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de commencer à augmenter que de supprimer. Et donc, les fruits et légumes sont nos amis. Ils sont là pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Le magnésium, qui aura un rôle contre le stress, on va le voir après. La vitamine C, qui a un rôle anti-inflammatoire en stimulant certaines cellules, certains globules blancs. La vitamine D, qui est immunomodulante, donc qui permet de réguler l'immunité. Les antioxydants, tels que la quercétine, entre autres, que l'on va retrouver dans l'oignon, dans le thé vert, qui vont inhiber la libération d'histamine. Donc, on a vraiment une aide déjà au niveau de l'alimentation. Et là, je parle de l'alimentation pendant les crises. Mais si on a un terrain allergique, est-ce que, et je pose la question après à chacun de faire en fonction, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se tourner vers cette alimentation en prévention, en travail de notre terrain, tout simplement? Le débat reste ouvert. Moi, je connais ma réponse, à vous de trouver la vôtre, même sans être allergique. En parallèle, on pensera bien sûr à utiliser la phytothérapie avec les plantes qui vont soutenir le foie dans son rôle de détoxification. On va en parler après de la phyto, mais je cite déjà les plantes du foie que vous connaissez certainement, l'artichaut, le chardon-marie, le radis noir que l'on peut tout simplement rajouter déjà à son alimentation, mais que l'on peut utiliser également en complément alimentaire. On pensera aux plantes qui stimulent les sucs digestifs, qui permettent une bonne production des sucs digestifs, ce qu'on appelle les amers. On pensera notamment à la racine de gentiane ou à la feuille d'artichaut. Et puis, bien sûr, s'il y a inflammation du système digestif, les plantes qui vont calmer l'inflammation, des plantes adoucissantes. Et on pourra penser, par exemple, à la racine de réglisse. Il y en a d'autres, bien sûr, la guimauve aussi, la mauve, l'aloe vera. La liste est très longue, hein, donc voilà. Ce sont des pistes de travail que je donne. Et bien sûr, si la flore intestinale est très perturbée, on pourra penser aux probiotiques, alors soit sous forme de compléments alimentaires, soit on peut toujours tester des probiotiques naturels en pensant à l'alimentation lacto-fermentée, aux boissons telles que le kéfir, le kombucha, qui peuvent ramener les bonnes bactéries. Voilà, donc ça c'est pour le côté alimentation, une alimentation
je dirais plutôt basifiante pour éviter l'acidification du corps qui fait le lit de l'inflammation. Donc fruits, légumes, alimentation méditerranéenne, à tendance méditerranéenne. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des céréales, des légumineuses, en faisant attention peut-être au gluten pour certains, en limitant ou en supprimant. Alors, supprimer les produits laitiers me semble indispensable au moment des crises. Après, les diminuer dans l'alimentation générale me semble important pour travailler sur le terrain. Ça, c'était pour la partie alimentation. La gestion des émotions, on va parler notamment du stress qui aggrave l'expression de la plupart des maladies, en particulier celles où le système immunitaire est en état d'excitation. Et la gestion du stress est une étape clé dans la gestion des symptômes de l'allergie, de même que le manque de sommeil qui y est souvent lié. Alors là, bien sûr, magnésium à fond. Hein. Vous savez que le stress va surconsommer le magnésium. Pour les plantes du stress et du sommeil, je vous renvoie au webinaire correspondant. On a fait le stress, le sommeil, donc vous aurez tous les conseils appropriés et détaillés. On peut travailler sur l'état émotionnel avec toutes les techniques possibles, sur le stress avec toutes les techniques possibles qui existent, la sophro, la cohérence cardiaque, voilà, le yoga, le qigong, tout ce que vous voulez, il en existe plein. On peut penser notamment aussi aux fleurs de Bach qui peuvent, quand c'est en période de crise, ça permet de poser les choses. Et en fleurs de Bach, on peut penser notamment à l'élixir floral de hêtre, beach, qui correspond au tempérament, aux états émotionnels d'intolérance. Or, une allergie, c'est une intolérance encore plus poussée. C'est l'étape au-delà de l'intolérance. Donc, on peut penser notamment à cet élixir-là, sinon tout simplement au remède d'urgence, que ce soit le rescue ou le remède d'urgence, voilà, selon les marques, qui permet juste de poser un peu les choses et d'éviter de monter tout simplement en stress quand on est en période de crise. Troisième point, la respiration, le mouvement. Alors, pour le mouvement, on a vu les conseils dans la prévention. Par rapport au sport et aux heures de sortie à l'extérieur. Je veux juste signaler une chose qui me semble intéressante, c'est le nettoyage des fosses nasales et notamment avec la technique du Lota avec de l'eau salée. Donc, c'est cette espèce de petit arrosoir tout à fait spécifique que vous trouvez en vente en pharmacie. Alors, il en existe plusieurs. J'en ai vu en porcelaine, j'en ai vu en plastique, voilà, et qui permet de faire passer l'eau salée dans une narine, de la faire ressortir de l'autre côté, on alterne pour un nettoyage complet des fosses nasales. Voilà le trépied de la naturopathie sur lequel on peut travailler en prévention et lors des crises. On va passer à la phytothérapie. Quelle est la phytothérapie plus spécifique que l'on va pouvoir utiliser? Le soutien des plantes est indispensable sous toutes les formes. Ça peut être de simples infusions qui auront déjà leur effet. On peut utiliser des gélules de poudre de plante. On peut utiliser des teintures mères et bien sûr des extraits fluides. J'aime beaucoup l'extrait fluide dans la mesure où on a un produit qui agit rapidement, qui contient la majorité des principes actifs et où surtout on n'avale pas le contenant comme dans les gélules. Alors, on commence avec l'ortie, ce sont les feuilles d'ortie que l'on va utiliser. Alors, profitez-en, l'ortie, c'est une merveille de la nature, c'est un cadeau de la nature. À tous les niveaux, elle est très riche en vitamine C, donc soutien de l'immunité. Elle est très riche en minéraux également, en oligo-éléments. Elle est antihistaminique, elle est anti-inflammatoire, anti-allergique. Elle va inhiber la synthèse des prostaglandines pro-inflammatoires. Les prostaglandines, ce sont des molécules que notre corps
va fabriquer dans les cascades enzymatiques. Et on en a qui sont pro-inflammatoires et d'autres qui sont anti-inflammatoires. Et là, la synthèse des pro-inflammatoires va être inhibée par les principes actifs de l'ortie. Donc l'ortie, on peut même l'utiliser dans son alimentation, tout simplement en la rajoutant dans des jus de légumes. On va la cueillir toute fraîche, hein, on prend les 4 feuilles supérieures, les jeunes feuilles, parce que les feuilles plus anciennes sont épaisses et amères. On prend les 4 jeunes feuilles, on les passe dans son extracteur de jus avec d'autres légumes. On peut les prendre en infusion, on peut les mettre dans une poêlée de légumes, on peut faire la fameuse soupe aux orties, en sachant que chaque fois que vous cuisez, vous perdez les vitamines, notamment la vitamine C qui est très sensible à la chaleur. Vous diminuez la biodisponibilité des minéraux et vous perdez une grande partie des antioxydants. Voilà, donc cru, c'est mieux. Grande plante de l'allergie, le plantain. Alors en phytothérapie, vous savez qu'il existe 3 sortes de plantains. En phytothérapie, on va utiliser surtout le plantain lancéolé, donc les feuilles. Vous pouvez utiliser, si vous avez chez vous du plantain mineur ou majeur, du petit plantain ou du plantain majeur, vous pouvez l'utiliser également. Le lancéolé est un petit peu plus riche en principes actifs, mais les 2 autres variétés de plantain sont très intéressantes également. Donc, toujours sous les mêmes formes. Hein, là, toutes les plantes dont je vais parler, ça va être en infusion, en gélule de poudre de plante, en teinture mère, en extrait fluide. Le plantain lancéolé est très intéressant. C'est un anti-inflammatoire, c'est un grand anti-allergique. Hein, donc, très intéressant à utiliser. Avant que j'aille plus loin au niveau de la phytothérapie, je fais tout de suite la remarque que quand vous utilisez une plante, on a toujours tendance à dire oui, mais c'est naturel, donc il n'y a pas de problème. Quand vous utilisez une plante, renseignez-vous quand même au niveau d'un thérapeute, ou si vous-même vous êtes thérapeute, vérifiez dans vos conseils si la personne peut utiliser cette plante-là, dans la mesure où effectivement, certaines plantes sont contre-indiquées chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, chez les enfants de moins d'un certain âge, éventuellement dans certaines pathologies. Hein, donc, vérifiez toujours avant. Moi, je donne des idées générales. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on va rester là au moins 3 heures si on fait tout dans les détails. Là, il s'agit d'une vue d'ensemble avec des pistes de travail. Donc, n'oubliez pas toujours de vérifier, soit auprès de votre thérapeute, soit si vous êtes thérapeute, de vérifier le conseil que vous donnez. La camomille romaine, intéressante aussi pour son action anti-allergique. Hein, donc, c'est bien la camomille romaine que l'on va utiliser dans ce cas-là. On a les feuilles de cassis. Les feuilles de cassis qui sont anti-inflammatoires, que l'on dit cortisone-like, qui sont très intéressantes effectivement en période de crise. En prévention, on verra les différentes possibilités d'utilisation. Le fraise, les feuilles de fraise, alors c'est la grande plante, notamment des symptômes oculaires. Son petit nom, c'est casse-lunette. Donc, elle a des vertus anti-inflammatoires et analgésiques qui soulagent les yeux irrités, mais qui agit également sur l'écoulement nasal quand il est important et clair. Et donc, pour le fraise, ce sont les feuilles que l'on va utiliser également. On a le sureau noir, les fleurs de sureau noir qui sont antihistaminiques et qui sont très intéressantes là en infusion, tout simplement, associées à une décoction de racines de réglisse. La réglisse est un anti-inflammatoire. On l'avait cité avant, notamment pour les muqueuses irritées, qu'elles soient respiratoires, digestives. Hein, la réglisse est intéressante.
Elle est anti-inflammatoire, elle soulage les muqueuses irritées tant respiratoires que digestives et elle est également antihistaminique. Je rappelle que comme là, il s'agit de la racine, avant on a vu d'autres parties de fleurs, d'autres parties de plantes, des fleurs, des feuilles. Je rappelle que la racine se fait en décoction. Donc vérifiez la différence, infusion, décoction. L'infusion, je verse l'eau chaude sur les fleurs ou les feuilles. La décoction, je mets déjà la plante dans l'eau et je monte à température, je monte jusqu'à ébullition et après, je laisse infuser. Voilà, petite différence. Grande contre-indication de la réglisse, ne l'oubliez pas, la tension artérielle élevée, c'est un hypertenseur. Donc ça, je rappelle quand même, c'est important. On a les plantes riches en acide rosmarinique ou romarinique. Cet acide romarinique va s'opposer au processus inflammatoire de l'allergie. Alors là, on peut penser tout simplement aussi aux infusions de plantes fraîches, telles que bien sûr le romarin, c'est évident, mais on en retrouve également dans la sauge, dans la menthe et le basilic. Donc évidemment, on peut penser aux infusions, mais on peut penser aussi à utiliser ces herbes aromatiques dans sa cuisine quotidienne. N'hésitez pas à rajouter des plantes aromatiques dans votre cuisine quotidienne, crues bien sûr, fraîches bien sûr de préférence, mais après on peut aussi les utiliser séchées, c'est mieux que rien. On pensera bien sûr en phyto aux plantes soutien du foie. Je vous ai parlé du radis noir que l'on peut rajouter dans son alimentation. Et puis bien sûr, on aura l'artichaut, le chardon-marie, le pissenlit qui a l'avantage de travailler à la fois sur le foie et sur le rein, et puis le desmodium, cette fabacée africaine, d'origine africaine, qui est vraiment un soutien du foie quand le foie est perturbé. Alors, j'en profite pour faire une parenthèse, c'est le printemps, c'est vraiment la saison de détox du foie. Le foie, en médecine chinoise, est associé à la saison du printemps. Donc, même quand on n'a pas de problème d'allergie, même quand on n'a pas de soucis de santé, vu le monde dans lequel nous vivons, avec les pollutions auxquelles nous sommes soumis involontairement, même en essayant de manger correctement, sans abuser de choses issues de l'industrie agroalimentaire, on est tous soumis à une certaine pollution qui fait que notre foie est un petit peu sursollicité. Pensez à la détox du foie au moins une fois par an et c'est maintenant, c'est le printemps, c'est la bonne saison pour le faire. Et puis bien sûr, on n'oubliera pas pour la partie phyto, les plantes qui agissent sur le stress et sur le sommeil. Donc vous avez la mélisse pour la composante spasme digestif ou problème digestif. On a la passiflore, grande plante du stress et du sommeil. Et puis, bien sûr, l'aubépine, quand on a plutôt un petit peu des somatisations cardiaques avec des palpitations. Bref, c'est un résumé très succinct pour le foie, pour le stress, le sommeil. Je vous renvoie à plus de détails dans les webinaires précédents. On peut également penser à l'aromathérapie, bien sûr, avec des huiles anti-allergiques, des huiles essentielles qui vont pouvoir nous soulager en période de crise. Et en respiration, on va pratiquer l'olfactothérapie, c'est en respiration. On va respirer une goutte 3 fois par jour. On peut proposer l'huile essentielle de lavande officinale. On peut penser à la camomille robène. On peut penser à l'eucalyptus radié et à l'estragon. Alors, c'est un choix que j'ai fait. Bien sûr, chez d'autres aromathérapeutes, vous trouverez aussi d'autres huiles essentielles qui peuvent être intéressantes. Voilà, on pourra peut-être, tiens d'ailleurs, c'est une idée de webinaire de faire, je ne sais pas, on verra. Bref, voilà quelques huiles essentielles qui peuvent être intéressantes au moment d'une allergie saisonnière au pollen, lavande officinale, camomille robène, eucalyptus radié, estragon.
On pensera à la gémothérapie. La gémothérapie avec les bourgeons macéroglycérinés de cassis, donc avec les propriétés anti-allergiques, qui est cortisone-like, que l'on va utiliser en prévention. Ce n'est pas la peine de l'utiliser Enfin, personnellement, je pense qu'on n'utilise pas la gémothérapie en période de crise. L'extrait fluide est beaucoup plus efficace immédiatement. Mais après, pour un travail à long terme sur le terrain, la gémothérapie peut être intéressante, donc le cassis entre autres. Et puis, vous avez divers compléments alimentaires qui ne sont pas de la phytothérapie, mais qui sont très, très intéressants dans le soutien des symptômes de l'allergie saisonnière. Et en premier, on a la spiruline. Des études ont été faites, je crois notamment, j'avais vu des études faites en Turquie sur des enfants allergiques présentant le rhume des foins, où on a eu une réduction nette des symptômes à raison de 2 grammes par jour, et ce, pendant plusieurs semaines. 2 grammes par jour pendant plusieurs semaines, en fait, en couvrant toute la période du pollen concerné. La spiruline est immunomodulante. Alors, je fais juste une petite remarque aussi que je n'ai pas faite avant. Comme le système immunitaire est excité, on va bien sûr éviter tout ce qui est stimulation du système immunitaire, hein. Jamais de plantes stimulantes du système immunitaire. Par contre, quelque chose qui est immunomodulant a sa place dans le traitement de l'allergie saisonnière, des allergies en général, et notamment la spiruline qui est immunomodulante, de même que la vitamine D qui est immunomodulante. Autre proposition, les œufs de caille. Les œufs de caille renferment un principe actif qu'on appelle l'ovomucoïde, qui est un inhibiteur puissant de la trypsine humaine qui entre en jeu dans les réactions allergiques. Donc, inhibiteur puissant de la trypsine humaine qui entre en jeu dans les réactions allergiques. Alors, on peut l'utiliser en préventif en faisant des cures de 3 semaines ou bien en curatif. Et il est recommandé à ce moment-là de gober à jeun le matin 3 œufs de caille par jour. Alors, pour ceux que gober un œuf rebuterait, je les comprends, il existe des gélules de poudre d'œufs de caille avec des résultats tout à fait identiques. On va penser également à la propolis. Mais que fait donc la propolis? Appelée la propolis a une action anti-inflammatoire par ses flavonoïdes et une action antihistaminique. Donc, elle est également très, très intéressante sous ces différentes formes. Il existe même des sprays nasaux quand ça touche vraiment le nez, quand c'est le symptôme le plus accentué. Mais il est toujours intéressant de travailler par voie orale. On a également l'oligothérapie. Alors, je ne me suis pas attardée dessus. En oligothérapie, pour ceux qui travaillent avec l'oligothérapie, on pensera bien sûr, pour les terrains allergiques, au manganèse et au zinc. Maintenant, que nous propose le laboratoire Soria pour soutenir notre organisme en cas d'allergie saisonnière? Eh bien, tout d'abord, bien sûr, je vous l'ai dit, le soutien du système digestif me semble la première étape indispensable, et notamment bien, le produit phare qui est le Cirasil Plus, hein, nouvelle formule avec le desmodium cette fois-ci qui a été rajouté dans le radis noir, l'artichaut et le chardon-marie, avec ces grandes propriétés donc pour le Cirasil de soutien du foie, d'aide à la détoxification. Comme dit, produit que je conseille systématiquement au printemps. On a tous besoin d'une petite cure pour nettoyer, soutenir notre foie, hein, le stimuler dans son travail de détox, mais particulièrement pour les personnes qui ont une allergie. On a vu l'importance de tout le système digestif dans les phénomènes d'allergie. Françoise, si tu as des choses à rajouter à chaque fois sur les produits Soria. Oui, oui, je rajouterai au fur et à mesure. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait de travailler complètement la sphère digestive.
et hépatique. Donc, ça peut être le desmodium tout seul, comme ça peut être le Cyrasile. Tu as tout à fait bien fait de reprendre aussi le fait qu'on ne donne surtout pas de plantes qui boosteraient l'immunité. Ça peut être effectivement catastrophique et il peut y avoir un emballement des réactions. Donc, vraiment à proscrire. Mm. Je Voilà, te donc laisse tu parlais du poursuivre. desmodium. Donc voilà le desmodium que vous trouvez tout seul donc en extrait fluide, donc anti-allergique, hein, qui est donc très intéressant. Donc c'est vrai que pour les personnes par exemple qui ont des allergies plus tard dans la saison, il peut être tout à fait intéressant de commencer par faire un soutien du foie avec le Cyrasile maintenant, au début du printemps, et puis de garder sous le coude, j'ai envie de dire, le desmodium pour la période de crise si elle devait arriver. Ça me semble je ne sais pas ce que tu en penses, Françoise. Moi, c'est comme ça que je travaille, mais voilà, Oui, c'est vrai qu'en ça. période, pour les personnes qui sont sujettes aux allergies régulières, puisque là on est clairement sur les allergies saisonnières, en général on sait que d'année en année le phénomène se reproduit. Il est tout à fait recommandé de faire du préventif. Et c'est la raison pour laquelle tu insistais beaucoup sur le fait de travailler sur la sphère digestive. On peut effectivement, avant la période annoncée, détoxifier en profondeur, donc avec le Cyrasile, et ensuite poursuivre avec le desmodium quand on est en pleine crise. Mais vraiment faire du préventif, ça peut être une excellente idée. Quelquefois, je vais même jusqu'à proposer le Cyrasile et d'enchaîner avec le Drénazor, qui permet d'ailleurs de travailler également au niveau intestinal, puisqu'il y a de l'huile essentielle de romarin dedans. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ça peut être une possibilité, mais voilà, tout dépend si on s'y prend un mois à l'avance pour anticiper les choses. Alors très souvent, quand je vois effectivement les personnes pour des allergies saisonnières, moi je les vois en général en période de crise, et je leur dis, ben, l'année prochaine, venez me voir avant, et on met en place effectivement un protocole avant 2 mois. Donc, alors bon, déjà l'alimentation, ça se travaille au quotidien et c'est pour toute l'année, hein, je veux dire, d'essayer, ça ne peut que faire du bien de toute façon de travailler sur son alimentation au quotidien. Mais je leur conseille vraiment de commencer 2 mois avant pour vraiment préparer le terrain et limiter. Alors, je parle d'alimentation, je vois qu'il y en a qui... Bon appétit, hein, il y en a qui sont en train de manger pendant qu'on... Quelqu'un qui a oublié de couper sa vidéo. Donc, voilà. Donc, voilà les deux produits qui me semblent déjà très, très, très intéressants. Ensuite, chez Soria, on va trouver l'extrait fluide d'ortie. Voilà. Donc, très intéressant, effectivement. Comme je vous le disais, si vous n'avez pas l'occasion d'aller ramasser vos orties, et puis surtout parce que quand vous avez un complément alimentaire, vous avez quelque chose de plus concentré, évidemment, que quand vous utilisez 3 feuilles d'ortie que vous allez ramasser. Le problème aussi, c'est quand vous allez cueillir vos orties, faites attention à l'endroit où vous les ramassez. Hein, l'ortie fixe les polluants de la terre. Et donc, il faut faire très, très, très attention. Donc là, on a quelque chose qui est safe, comme j'aime le dire, entre guillemets, et qui peut être très intéressant à de nombreux niveaux. Hein. Il n'y a pas que les problèmes d'allergie. Hein. L'ortie, je dis toujours, c'est vraiment la plante phare, le cadeau du ciel au niveau de la phyto. Alors, elles sont toutes intéressantes, mais j'aime beaucoup l'ortie. Ensuite, on a le fameux cassis en extrait fluide, donc pour son effet cortisone-like. Alors, moi, c'est vraiment en période de crise le produit phare, hein, le cassis. Hein, c'est vraiment avec des résultats rapides, très rapides sur l'amélioration des symptômes. Hein, résultats très rapides sur l'amélioration des symptômes. Voilà, donc les personnes qui ont tendance à faire de l'allergie, je leur conseillais aussi toujours d'avoir un extrait, parce que même quand on travaille sur le terrain avant et que ça va mieux, on ne sait jamais, comme vous le savez, on a parlé de l'influence du stress, il suffit qu'il y ait un événement stressant
et les personnes, même si elles ont bien travaillé sur leur terrain, elles replongent quelquefois. Alors, souvent de façon moins intense, hein, les symptômes sont moins forts, mais les personnes replongent. Et donc, c'est bien d'avoir un petit cassis sous le coude. Un extrait fluide, hein, je précise. Des fois qu'on aurait confondu avec autre chose à base de cassis. Donc voilà, pour les plantes anti-allergiques, le cassis qui a ce fameux effet cortisone-like. La propolis, voilà. Alors là, vous avez effectivement la propolis en extrait concentré. Alors, c'est un produit aussi que j'utilise énormément et que je conseille beaucoup parce que je l'aime beaucoup dans la mesure où on a quelque chose qui est efficace, qui est, comment je dirais, qui est nettoyé, qui est propre, parce que la propolis, quand on l'achète quelquefois sous une autre forme, et je pense notamment aux petits morceaux de propolis, c'est comme ça que j'ai rencontré la propolis il y a des années de ça pour la première fois, sous forme de morceaux, hein. Elle n'est pas purifiée, donc on ne sait pas exactement ce qu'on y retrouve. Donc là, c'est l'avantage d'avoir un produit qui a été vérifié, qui est propre et très efficace, hein. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Françoise, à propos de la propolis. Oui, c'est vrai que la propolis, quand on la trouve sous forme de résine en morceaux, justement, dans la propolis, il peut y avoir des résidus de pollen et on peut justement se retrouver avec certains résidus de pollen auxquels on est allergique. Donc, ça peut être contre-productif. L'intérêt de la propolis, c'est que déjà, c'est un immunomodulateur, tu l'as précisé tout à l'heure, mais c'est que souvent, quand il y a des allergies, quand ça commence à gratter la gorge, ça peut en fait dégénérer et ensuite provoquer des espèces de bronchites. Et donc, avec la propolis, on évitera justement ces réactions qui vont s'emballer et qui vont provoquer après d'autres choses en cascade avec de véritables infections qui se surajoutent. Tout à fait, tout à fait. La fameuse spiruline de Soria. Alors là aussi, gros avantage parce que la spiruline, on en trouve partout. C'est un produit à la mode depuis de nombreuses années, hein, j'ai envie de dire, dont la qualité n'est pas toujours vérifiée, et notamment la teneur en métaux lourds. Et là, justement, je pense que Françoise, tu peux repréciser l'intérêt de la spiruline Soria qui a été vérifiée au niveau des métaux lourds. Oui, tout à fait. On a eu un contrôle il y a un an par la DGCCRF qui vérifiait d'ailleurs un petit peu sur la région tous les fabricants en spiruline pour vérifier la teneur en métaux lourds. Et on nous a bien confirmé que justement, on était très, très bien placé par rapport à cet aspect-là. Et ce qui est aussi très, très intéressant, c'est la teneur en phycocyanine, puisque la spiruline peut en contenir des taux très différents. Et donc, on a une teneur en phycocyanine qui est particulièrement intéressante également. Voilà, donc c'est bien de savoir qu'on a un produit, surtout s'il faut le prendre sur plusieurs semaines, hein, comme je le disais, à raison éventuellement de 2 grammes par jour. C'est intéressant de ne pas ramener en plus des métaux lourds et d'avoir quelque chose qui est suffisamment concentré et efficace, hein. En tout cas, la spiruline est vraiment, j'ai lu plusieurs études là-dessus, très, très, très intéressante. Et puis, de toute façon, c'est un produit qui est intéressant dans d'autres cas également. Mais là, on est dans les allergies. Alors, pour terminer, on va parler des oméga 3. Les oméga 3, vous le savez, sont des acides gras essentiels que nous ne pouvons pas synthétiser, que nous sommes obligés d'apporter par l'alimentation. Et notamment, les oméga 3, on les trouve dans les huiles végétales de lin, de noix, de colza, de chanvre, de cameline. Mais le problème, c'est qu'il faut dégrader ces huiles, hein. Il y a une cascade enzymatique qui se fait.
Et malheureusement, les enzymes responsables de cette dégradation, passés 45 ans, sous l'effet de l'alcool, sous l'effet du tabac, sous l'effet d'une alimentation trop riche en sucre, sous l'effet de certaines expositions à des rayonnements, etc., ces enzymes deviennent paresseuses, travaillent un petit peu moins, notamment aussi quand il y a un apport d'oméga 6 trop important. Hein. Vous savez qu'il y a un rapport oméga 3, oméga 6 qui doit être inférieur à 5, c'est-à-dire que pour une portion d'oméga 3, on doit ramener au maximum 5 portions d'oméga 6 pour que l'enzyme, qui est la même qui travaille dans la cascade enzymatique des oméga 6 et des oméga 3 au départ, puisse travailler avec l'un et avec l'autre, sinon elle ne travaille qu'avec les oméga 6 et nos oméga 3 ne sont pas dégradés correctement. Donc, il est intéressant, soit parce que, alors ces oméga 3, on les trouve donc dans les huiles végétales, on les trouve également dans les poissons gras. Malheureusement, le problème, et là je vous renvoie au webinaire sur les métaux lourds, effectivement, le problème c'est que les poissons gras sont riches en métaux lourds. Donc voilà, on se fait du bien d'un côté, puis de l'autre côté, on ramène des métaux lourds. Donc c'est toujours, voilà, c'est à faire un choix. Il peut être intéressant de se supplémenter, de faire des cures de temps en temps d'oméga 3, là aussi avec un contrôle au niveau des métaux lourds et le fait de savoir que l'on a un produit qui est sécure, entre guillemets, et qui nous apporte exactement les oméga 3 dont nous avons besoin, qui vont être dégradés en prostaglandine anti-inflammatoire. Voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Françoise? Non, rien de particulier là. Voilà. Et on termine avec la vitamine D3. Vous le savez certainement, la vitamine D est immunomodulante. Donc, c'est pareil, elle va à la fois soutenir, calmer ou booster le système immunitaire selon le cas. Et cette vitamine D3, nous la fabriquons à 90% par l'action des UVB sur un dérivé du cholestérol au niveau cutané. Donc déjà, il faut un taux de cholestérol suffisant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde avec la hantise du cholestérol actuel. Il faut l'exposition au soleil, qui n'est pas toujours non plus très facile dans la mesure où cela répond à de nombreux critères, surtout à un critère de longueur d'onde spécifique de ces UVB que nous n'avons pas toujours selon la région où nous habitons, et pas tout le temps, et pas à toutes les heures. Il faut exposer. Voilà, il y a plein de critères qui font que beaucoup de Français sont carencés en vitamine D. Je crois que ça se sait maintenant. Je crois que c'est quelque chose. Voilà, il y a quelques années, on nous regardait encore un petit peu avec des gros yeux quand on parlait de ça. Je crois que maintenant, beaucoup de magazines ont relayé l'information, donc je crois que tout le monde le sait. Il est important, je le redis, de faire une prise de sang, de vérifier son taux de vitamine D3. Il semblerait que la prise de sang soit relativement fiable. Alors là, on est sur la fin, on est en train de perdre Anne-Dominique. On ne t'entend plus, Anne-Dominique. Ça risque de s'emballer après quand ça va revenir. Anne-Dominique, qu'est-ce que tu nous entends? On ne t'entend plus. Complémenter. Alors, on n'a pas entendu la fin. Et là, vous avez une vitamine D3 c'est bien ça, hein, les 3 comprimés apportent 2000 unités internationales par jour. Non, c'est un comprimé. Alors là, il y a une anomalie. C'est un comprimé qui rapporte une... Moi, je ne vous ai pas perdu. Ah, ben non, on t'avait perdu parce qu'on n'entendait plus rien. En fait, à partir de quand vous ne m'avez plus entendu? Oui, moi je vous entends. Moi je vous entends comme ça. Alors, okay. Oui, à partir de... Ah, alors là, je crois qu'on l'a carrément perdu. Je vais finir si jamais elle n'arrive pas à se reconnecter. La vitamine D3 que nous avons chez Soria est à 2000 unités par comprimé.
et elle est à prendre au moment des repas.